Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Pierre-Paul Leonelli, adjoint au maire de Nice, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur et conseiller régional. Bonjour Pierre-Paul Leonelli. Bonjour. Pierre-Paul Leonelli, une question d'actualité pour commencer. Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit à Jean-Luc Mélenchon « Ferme ta gueule » mercredi. Est-ce qu'il a dérapé ? Je pense que dans le contexte des propos de Jean-Luc Mélenchon, Gérard Larcher, pour moi, n'a pas dérapé. Il a dit ce qu'il pensait. Alors, il a dit brutalement, mais d'un autre côté, c'est Gérard Larcher. Alors, on peut effectivement se dire, c'est le président d'une des plus hautes institutions, et notamment du Sénat. Mais moi, ça ne me choque pas. Ça en dit long sur le niveau des débats politiques. Je pense que le niveau des débats politiques est entretenu aussi par ceux qui entretiennent les débats politiques, c'est-à-dire vous aussi. Est-ce que c'est vraiment un sujet je vois que l'actualité hier soir ne faisait que de rebondir sur ce qu'a dit Gérard Larcher. Je pense que voilà, bon, il a parlé brutalement, vertement. Bon, voilà. Y a pas, pour moi, c'est pas une affaire d'État. Frédéric. Vous êtes vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, délégué à la collecte des déchets, à leur valorisation et à la propreté. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire rend obligatoire au 1er janvier le tri des biodéchets. Tout le monde va-t-il devoir faire du compost, même ceux qui habitent dans des studios ? Alors, le compost, d'abord, la loi dit que nous devons favoriser le tri. Ça veut dire trouver des solutions pour permettre à ceux qui veulent trier leurs fermentescibles, leurs biodéchets, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. On a bien vu que, par exemple, la ville de Paris a carrément installé une collecte des biodéchets en porte-à-porte. Et donc concrètement, la métropole va faire quoi, elle ? La métropole installe des composteurs dans tous les parcs et jardins. On a 180 parcs et jardins. Elle va favoriser notamment la distribution et l'installation de composteurs dans des parcs et jardins. Elle va aussi intervenir auprès des syndics de copropriété, puisque quand on a un jardin, un espace vert, on peut mettre un composteur. Elle distribue à ceux qui le souhaitent, et on l'a déjà commencé avant la loi de 2020, des composteurs pour ceux qui vivent en habitat individuel, en villa. Et bien évidemment, nous allons aussi favoriser tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire avec une action auprès des restaurateurs. Tout à fait, notamment pour l'utilisation du doggy bag. Est-ce que c'est à cause de vous que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a augmenté de 2 points en 2023, Pierre-Paul Leonelli ? Non, c'est pas à cause de moi. Voilà, c'est pas à cause de moi. C'était une décision qui a été prise. Aujourd'hui, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, je le répète, quoi qu'on en dise, elle est la plus basse du département à prestations équivalentes. Aujourd'hui, il n'y a pas une collectivité qui a en charge la gestion et la collecte des déchets, qui intervient tous les jours, pratiquement tous les jours, 6 jours sur 7, qui fait une double collecte des emballages, qui propose 13 déchetteries gratuitement aux administrés, qui collecte les encombrants en porte-à-porte sur simple appel téléphonique. Il n'y a pas une seule collectivité qui le fasse. Et enfin, la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, elle a dû être réajustée, puisqu'elle était anormalement basse. Elle a dû être réajustée parce que nous devons faire face aussi aux augmentations de carburant, d'essence, d'énergie, de matières premières, et que nous avons aussi des marchés publics, et que tout cela doit être pris en considération. Je rappelle qu'elle est de 10,46, la plus basse du département. Est-ce qu'on peut dire que les habitants de la métropole sont de bons élèves en matière de tri des déchets ? Moi, je suis très optimiste. Je dis qu'ils ont beaucoup progressé. On part de très loin. Je vous rappelais, il n'y a pas très longtemps, en 2008, il n'y avait pas de collecte sélective de tri au Moulin, il n'y avait pas de tri à l'Ariane, il n'y avait pas de tri dans le Vieux-Nice. On a tout installé aujourd'hui. Les résultats sont bons. Bien sûr qu'ils peuvent être améliorés, mais globalement, aujourd'hui, on est toujours, bien sûr, par rapport à l'Alsace, par rapport à la Bretagne, qui sont largement en avance sur nous, un département, et en tout cas une métropole, qui
fait d'énormes progrès. Alors c'est vrai que souvent les journalistes font référence aux résultats dans ce domaine-là à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'a pas des résultats aussi efficaces. Bon. Mais sur Nice, sur la métropole, écoutez, c'est simple, c'est moins 20% pratiquement de déchets en moins d'ordures ménagères, c'est plus 18% de tri. C'est encourageant, il faut continuer, il faut faire preuve, vous savez, de beaucoup de pédagogie et puis surtout expliquer à nos concitoyens que c'est utile pour notre planète, pour le réchauffement climatique, et puis surtout leur expliquer qu'aujourd'hui, les déchets, c'est plus un déchet qu'on jette simplement. On peut le transformer et ça peut devenir une matière première revalorisable. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste, dans le fond, de faire payer l'enlèvement des déchets au poids ? Alors ça s'appelle la redevance incitative. Vous faites bien de me poser la question, je suis contre. Pourquoi je suis contre ? Parce qu'à chaque fois que ça a été appliqué dans des sites urbains, et Nice est avant tout urbanisé, eh bien c'est compliqué. Parce que je vous mets au défi de sortir vos poubelles, ayant bonne conscience en disant voilà, j'ai pas mis trop d'ordures ménagères dans mon conteneur, et puis le mettre sur la voie publique. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Il risque de se passer que d'autres voisins viennent vous remplir votre conteneur. Honnêtement, ça ne marche pas très bien. La redevance incitative, je ne veux pas dire de bêtises, elle fonctionne plutôt, là encore, dans les milieux ruraux, dans les milieux où il y a un habitat plutôt horizontal. Mais sur Nice, non. En revanche, on a mis en place la redevance spéciale. Ça, oui, ça fonctionne bien. C'est pour tous ceux qui produisent beaucoup de déchets. Et en fonction de la production, soit ils payent plus. C'est comme la redevance sur l'eau, la redevance de l'électricité. Alors on entend parfois dire que Nice est une ville sale. Tristan Gasparot, journaliste à Radio Émotion, notre partenaire, est allé demander leur avis aux Niçois. On l'écoute. Alors, moi j'habite à Antibes, donc Nice, j'y suis que pour mes études. J'ai pu voir plusieurs grandes villes en France, donc je sais que Nice n'est pas la plus sale, elle est quand même bien entretenue. Mais si déjà les gens étaient mieux éduqués et mettaient leur mégot dans les cendriers, ce serait déjà mieux. Pas du tout, c'est pas très propre, ça sent pas toujours très bon et c'est très sale par terre. Non, je ne pense pas que la ville de Nice est une ville propre, les gens sont pas très civilisés. La ville de Nice globalement est assez propre, sauf dans certains quartiers comme par exemple à Nice Nord où il y a pas mal de petits caca de chiens non ramassés ou plein de petites choses comme ça. Je me balade que dans les rues principales, donc c'est-à-dire Jean Médecin et la Piétonne, et je trouve que c'est des rues assez propres, oui. Et le reste ? Alors, que répondez-vous à ceux qui considèrent que Nice est une ville sale ? Je réponds que, d'après les enquêtes d'opinion que nous avons, les touristes qui viennent de l'extérieur trouvent que la ville est propre. Après, la propreté, c'est très subjectif, c'est compliqué. Là, les jeunes ont été assez équilibrés dans leur réponse. Ils parlent d'incivilité. Ils fustigent les comportements. Et les comportements. Donc on n'est plus sur la problématique propreté. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, c'est une délégation que j'ai depuis 2008, que Christian Estrosi m'a confiée en 2008, que j'apprécie beaucoup, parce qu'au milieu de tout cela, il y a de l'humain, et puis parce que nos agents participent à l'embellissement de la ville. Globalement, quand moi je vais, vous le savez, à Marseille, à Paris... Je suis sûr que vous allez prendre l'exemple de Marseille. Alors c'est un mauvais exemple. Allez, à Paris, à Toulouse ou dans d'autres grandes villes, je fais des comparatifs. Aujourd'hui, qui peut mettre au défi qu'à Nice, il y a de l'affichage sauvage, qu'il y a des tags sur tous les murs. Il n'y a plus un seul tag, il n'y a plus une seule affiche sauvage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tag. Tous les jours, il y a une centaine de tags qui sont effectués. Tous les jours, les services enlèvent les tags. Donc les tags, l'affichage sauvage, ça participe Donc à une mauvaise image. C'est un combat de tous les instants. Voilà, c'est un combat de tous les instants. Après, la ville, elle est relativement propre. Mais bien évidemment, on sait qu'on peut toujours faire mieux. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est lutter contre les incivilités. À propos d'incivilité, la logique voudrait qu'on mette des corbeilles à poubelle un peu partout dans la ville. Et vous êtes hostile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, je suis plus modéré. Je suis pas hostile. D'accord. J'estime que les corbeilles ont fait leur temps. Les corbeilles, il y en avait 550, je prends un exemple sur la promenade des Anglais, et vous vous rappelez de l'image de ces corbeilles qui étaient très rapidement pleines, avec des cartons pizza qui bloquaient les orifices, avec des sacs d'ordures ménagères qu'on mettait dedans, et puis surtout, autour, il y avait toujours cette image qui n'était pas une très belle image, avec des dépôts sauvages, etc. On a remplacé ces 550 corbeilles par 50 compactrices qui marchent à énergie solaire. C'est grosses et qui marchent très bien. On vient de les placer, de les installer sur la zone piétonne, sur l'avenue Jean Médecin, sur la place Garibaldi, sur la place du Palais de Justice.
Personnellement, j'estime que si ceux qui défendent les corbeilles, certains, c'est parce qu'il y avait des cendriers intégrés. Oui. Eh bien, les cendriers, ils y sont dans les gros compacteurs, et puis sinon, on distribue des cendriers de poche. Mais je pense que pour participer à une meilleure propreté des espaces publics, la compactrice, c'est bien. Et puis enfin, ça améliore nos capacités en CO2, puisque aujourd'hui, on fait moins de tournées avec Évidemment, nos véhicules bien pour sûr. collecter, C'est et plus c'est compact. quand même beaucoup plus intelligent. Et il y a une application sur les téléphones des agents qui permet, au lieu de faire 6 rotations, on Ah en oui, fait d'accord, plus de qu'une. savoir où il est temps d'intervenir. Tout à fait. D'accord. La prochaine question vous est posée à nouveau par une Niçoise rencontrée par Tristan Gasparot pour Radio Émotion. Bonjour, je m'appelle Jade et j'ai 21 ans. Alors moi j'ai un chien et le problème dans la ville de Nice que j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est que les espaces pour chiens, donc tout ce qui est justement parc et jardin, est soit à peine existant, soit quand il est effectivement là, il est très peu respecté. Donc est-ce que ce serait possible de trouver plus ou moins une solution à ce niveau-là ? Alors, merci pour la question, mais c'est très difficile parce que là aussi, il y a plusieurs propriétaires de chiens. Il y a ceux qui veulent des espaces pour leurs chiens. Il y a d'autres qui disent on n'a pas besoin. On a bien vu que le canicite qu'on avait installé au parc Mozart, les riverains nous ont demandé de le retirer. Voilà, Ici, donc c'est vrai. petit jardin pour les C'est chiens. compliqué. Écoutez, moi-même, je suis propriétaire d'un chien. Bon, c'est pas moi qui le promène tous les jours, hein. C'est mon épouse ou mes filles. Moi, il m'arrive aussi de le faire. Mais voilà, la ville de Nice, déjà, elle équipe de sacs canins pour inciter les propriétaires de chiens à ramasser leur déjection. Après, c'est vrai qu'on pourrait faire peut-être dans chaque parc et jardin un canicite, mais je ne suis pas sûr que tout le monde en ait envie. Et puis, je ne suis pas sûr aussi, quand on voit par exemple sur la coulée verte, les dégâts qui sont occasionnés parce que les chiens font quelques petits dégâts. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Après, voilà, on est ouvert à toute suggestion, mais nos services y travaillent. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est de ramasser sa déjection canine et ne pas la laisser traîner sur les trottoirs. Alors, vous parliez tout à l'heure des cendriers et des fumeurs. Christian Estrosi veut qu'il soit interdit de fumer sur l'ensemble des plages publiques de Nice dès l'été prochain. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, moi, j'y suis très favorable et je trouve que c'est une très bonne mesure. Parce que vous ne fumez pas. C'est pas tout à fait exact. Mais c'est pas une histoire de fumer ou pas fumer. Je pense que c'est... Vous savez, on collecte, quand on fait la World Cleanup Day, c'est des centaines de milliers de mégots qu'on collecte. Quand on fait Nice Plugging, pourrait vous en parler encore mieux que moi. Voilà. Donc l'idée est une très bonne idée. Après, il va falloir le faire appliquer. Et là, ça sera bien évidemment les services de la police municipale qui devront faire appliquer le fait qu'on ne puisse pas fumer sur les plages. Après, moi, là encore, je suis assez optimiste. Je pense qu'on a déjà des plages où c'est interdit de fumer. On n'a pas vraiment de retour négatif. Je pense que les gens vont s'en accommoder. Aujourd'hui, regardez, depuis les lois parce qu'ils vont fumer sur d'autres plages. Oui, ou peut-être parce qu'ils vont pas fumer tout simplement, ou tout simplement parce qu'ils vont s'en accommoder. Vous savez, regardez, avant, on regardait des films à la télé, les acteurs fumaient dans les films. Aujourd'hui, plus personne ne fume. Voilà, donc je crois qu'il faut vivre avec son temps. En tout cas, la mesure que Christian Estrosi a annoncée sur l'interdiction de fumer sur les plages est une très bonne mesure. Alors, vous êtes adjoint au maire délégué au parc et jardin. Vous auriez été maire de Nice à la place de Christian Estrosi. Est-ce que vous auriez, vous aussi, détruit le Théâtre National de Nice et Acropolis pour prolonger la promenade du Paillon ? Alors, je vais vous répondre très clairement sur le sujet. Je ne suis pas à la place du maire de Nice. Une chose est certaine, c'est que le maire de Nice, dans son programme, il avait annoncé que la coulée verte allait devoir prendre beaucoup plus d'espace et c'était sous-entendu que nous allions procéder à la démolition d'Acropolis et du Théâtre de Nice. Enfin, il ne vous a pas échappé que j'ai été un des derniers collaborateurs de celui qui a construit le Théâtre de Nice et de celui qui a construit Acropolis. Si vous allez à Montpellier, vous allez voir le Palais des Congrès de Montpellier, c'est le même qu'Acropolis, c'est le Quorum. Tout simplement parce qu'à l'époque, ils étaient venus voir comment fonctionnait Acropolis. Le maire leur avait gentiment proposé les plans. Acropolis n'est plus adapté dans le quartier. C'est le quartier en plus de ma famille. Et aujourd'hui, honnêtement, quand on voit la démolition qui est en train de s'opérer,
et qu'on revoit la colline qui existait, bien, je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Quant au théâtre, je crois que l'installation du théâtre chez les franciscains est un bel endroit. La cuisine, ça fonctionne plutôt bien. Après, peut-être qu'il y aura d'autres salles qui viendront à se rajouter. Vous savez, à Paris, il y a plusieurs théâtres, il n'y en a pas qu'un. Et aujourd'hui, je pense que Nice a beaucoup changé sa demande en matière culturelle et elle a beaucoup évolué par rapport aux années 80-90. Vous nous offrez la transition. Vous avez été le dernier directeur de cabinet de Jacques Médecin, mythique maire de Nice, de 1966 à 1990. Trouvez-vous des similitudes avec celui qui lui a succédé en 2008, c'est-à-dire Christian Estrosi? Oui, il y a des similitudes. Les similitudes, ce sont des maires bâtisseurs. Ouais. D'ailleurs, dernièrement, on m'a posé la question concernant Au bulldozer, Acropolis. quoi. Je suis pas sûr que Jacques Médecin ait regardé Acropolis. Bon, voilà, j'en suis pas sûr. Mais après, je ne peux pas parler au nom de Jacques Médecin, il n'est plus là, et je ne peux pas parler au nom de Christian Estrosi. Mais simplement, oui, il y a des similitudes. En tout cas, je retrouve des similitudes sur l'entreprise. Jacques Médecin a été celui qui a fait l'usine de valorisation énergétique de l'Ariane, produisant de la chaleur et de l'électricité en 1978. C'était Les incinérateurs de voilà, l'Ariane. Aliotis, la voie rapide, bon, bien sûr, Acropolis, le théâtre, C'était le des trucs qui, musée, à le l'époque, MAMAC. Et c'était énorme. Quand Ouais. il y a eu le débat pour l'installation d'Acropolis, voilà, Ouais. il leur avait dit qu'il allait le mettre place Masséna. Donc, bien sûr, il y a eu un tollé. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, je vous rappelle. Hein. Il n'y avait même pas le téléphone portable. Il y avait à peine le fax. Et Christian Estrosi est un bâtisseur. Christian Estrosi, il a une véritable vision de la ville. Quand il a décidé, sur le premier mandat, je m'en souviendrai tout le temps, de faire la coulée verte, à la place du McDo et de la gare routière et de la station Shell, j'étais sceptique, moi. Je me souviens, on a échangé là-dessus. Eh bien, c'est lui qui avait raison. Et aujourd'hui, personne ne reviendra en arrière. Et donc, du coup, rétrospectivement, vous qui êtes le président des Amis du maire, est-ce que c'est toujours aussi facile de réunir autant de soutien pour Christian Estrosi, comme on le voit chaque année, par exemple, au moment du festin, avec ses tablés, plus de 5000 personnes? C'est toujours aussi facile de rassembler autant de force autour de Christian Estrosi? Bah écoutez, facile, je ne sais pas. En tout Le cas, pouvoir ne s'effrite pas avec le temps? moi, en tout cas, je ne ressens pas cela. D'abord, Christian Estrosi est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui additionne, c'est pas quelqu'un qui divise. Je le vois bien le samedi matin, tous les premiers samedis matins, quand on fait notre opération de convivialité à la permanence, il y a toujours du monde. On n'oblige personne à venir. Quand, vous savez, au Festin Nissart, puisque vous faites allusion au Festin Nissart, je pense que c'est devenu une institution à Nice. Je pense que les gens sont contents. Il y a ceux qui sont pour Christian à fond, il y a ceux qui sont pour le maire, il y a ceux qui aiment bien venir parce qu'ils vont passer un bon moment autour d'un pambagna, dans un endroit et un environnement très, très sympathique. C'est devenu une habitude. Et je pense que cette habitude-là, c'est nous qui l'avons créée, c'est le maire. Après, c'est quelqu'un qui fédère beaucoup. Il n'est pas dans le combat, dans la division. Et je pense que ça joue beaucoup. Je serais tenté de dire, c'est un peu impropre, que c'est un bon produit. Alors justement, vous parlez de division. Comment qualifieriez-vous l'opposition franche, farouche d'Éric Ciotti? Écoutez, c'est une opposition qui existe depuis quelques années. Elle existait déjà en 2017. Et puis, elle s'est éteinte en 2020. Puisque je vous rappelle qu'Éric Ciotti nous a soutenus en 2020. Personnellement, je le regrette. Je le regrette considérablement. Je connais les deux hommes. Je connais Christian Estrosi depuis plusieurs années. Il était jeune adjoint au sport quand moi j'étais jeune directeur de cabinet. Éric Ciotti, je le connais aussi. J'étais, à la demande de Christian Estrosi, son directeur de campagne en 2007, lorsqu'il a été candidat dans la première circonscription et qu'il a emporté contre Jérôme Rivière. C'était un beau combat qu'on avait mené ensemble. Personnellement, j'estime que voilà, c'est stérile. Ce combat ne devrait pas exister. Surtout, et ça c'est ce que j'estime, c'est ma conviction personnelle, ils ont la responsabilité, tous les deux, de faire en sorte que Nice reste à droite. Et que Nice reste dans le mode de gouvernance qui existe de la famille politique qui aujourd'hui est TLR, qui aujourd'hui est Horizon.
Ça veut dire qu'il y a un risque en 2026 de candidatures comme celle-ci, l'une contre l'autre, avec, on imagine, la gauche au deuxième tour, pardon. Regardez ce qui s'est passé dans les grandes villes, à Lyon, Ouais, à absolument. Bordeaux, à Grenoble. C'est la division de la droite qui a fait en sorte que aujourd'hui, ce sont des écologistes qui soient au gouvernail des mairies. Et je pense qu'ils ont, Christian Estrosi comme Éric Ciotti, ont la responsabilité de faire en sorte que Nice ne bascule pas et ne devienne pas Lyon, Bordeaux ou Grenoble. Il y a un troisième homme dans l'affaire, Anthony Borré. Qui est-ce qui dirige la mairie aujourd'hui? Parce qu'on entend souvent dire que c'est Anthony Borré qui, au quotidien, fait tourner la mairie. Est-ce que c'est vrai? Comme on dit en niçois, c'est les maris d'Aling qui doivent dire cela. Pour moi, il y en a Les qu'un mauvaises langues. Pour moi, il y en a qu'un qui dirige, c'est Christian Estrosi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un candidat, un successeur naturel à Christian Estrosi? Parce qu'il en est au troisième mandat. Et qui pourrait prendre la suite? Christian Estrosi. Seulement Je suis le lui. président des Amis du maire. Vous posez la question au président des Amis du maire. Posez la question à quelqu'un qui n'a jamais eu aucune ambition sur les municipales. Et en plus, je suis président de sa majorité. Donc, Christian Estrosi doit être candidat, aura la Mais responsabilité. bien un jour, il s'arrêtera quand même. Ah ben ça, il faudra lui poser la question à lui. Ouais. Mais nous sommes au 3e mandat, il peut faire un 4e mandat. Alors, dans cette émission, il y a 2 mois, on recevait la sénatrice Les Républicains Dominique Estrosi Sassone. On l'écoute. Maurice. On parle beaucoup d'Éric Ciotti ou d'Anthony Borré pour succéder à Christian Estrosi. Et pourquoi pas de vous? Joker. Joker. On m'a très souvent aussi demandé, effectivement, en me disant oui, mais pourquoi pas la mairie de Nice? Vous savez, quand Christian Estrosi a démissionné donc de son poste de maire pour partir à la région, ce que je ne conteste absolument pas parce qu'il était nécessaire qu'il le fasse après les élections régionales, c'est déjà posé la question qui pour prendre la suite en interne. Mais c'est vrai que j'avais entendu des personnes qui me disaient pourquoi pas toi? Non, j'ai pensé que c'était Philippe Rada. Que vous inspire cet extrait? Alors, vous n'avez pas droit à un joker. Non, mais je ne vais pas prendre de joker. Je pense que Dominique Estrosi Sassone est une formidable femme politique. J'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour Dominique. On se connaît quand même depuis un certain nombre d'années. Et Dominique a répondu ce qu'il fallait répondre. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, Christian Estrosi assume son 3e mandat, gère son 3e mandat. C'est un 3e mandat. Comme on se le disait au début en 2020, un 3e mandat, c'est toujours compliqué. On a le temps de se faire des oppositions et de se créer des inimitiés. Mais c'est lui qui décidera. Si jamais il renonçait, Dominique Estrosi Sassone pourrait y aller? Je ne sais pas, vous lui avez posé la question. On vous a dit joker. Non, mais vous aimeriez? De Parce quoi, que ça, Dominique ça pourrait être une candidature qui apaise, finalement. Moi, une chose est certaine, c'est que pour l'instant, je suis dans un état d'esprit qui est celui d'aller jusqu'au bout du mandat avec Christian Estrosi, de faire en sorte que ce mandat se passe le mieux possible et que dans le cadre de mes délégations, je puisse faire les choses convenablement et surtout, en tant que président de la majorité, que cette majorité reste cohérente et solidaire. Après, Dominique Estrosi, aujourd'hui, elle ne vous a pas dit qu'elle était candidate, puisque de toutes les façons, on ne sait pas ce qui va se passer en 2026. Donc tout dépendra en 2026. Si Dominique Estrosi, en 2026, pour une raison ou pour une autre, je dis bien pour une raison ou pour une autre, elle décide d'être candidate, mais pour l'instant, elle vous a répondu, voilà, on est tous derrière et aux côtés de Christian Estrosi. Très bien. Frédéric. On va parler de la métropole, si vous voulez bien maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de toutes les réactions hostiles au sein de la métropole à l'adhésion du village de Tourette du Château? Je trouve que d'abord, ce n'est pas beaucoup de réactions, c'est quelques réactions, et c'est quelques réactions qui sont des postures politiciennes. Voilà, moi je trouve que c'est dommage qu'on invite la politique au sein de la métropole. Voilà, quand je collecte les ordures ménagères sur les communes de la métropole, on ne fait pas de politique. La métropole doit avoir, si vous voulez, un mode de fonctionnement beaucoup plus technique, beaucoup plus d'expertise. On ne doit pas faire de la politique au sein de la métropole. Alors je sais que là, depuis quelque temps, c'est à la mode. Moi, je suis très favorable à ce que cette commune vienne au sein de la métropole, puisqu'elle l'a décidé. Donc on est là pour l'accueillir. Après, je n'ai pas de jugement à porter sur le fait est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien. À partir du moment où le maire et son conseil municipal le demandent, ils sont favorables. On doit, à minima, bien les accueillir et faire en sorte qu'ils s'y sentent bien. D'ailleurs, la métropole, ceux qui veulent en sortir peuvent en sortir aussi. Ouais, c'est un ça a message. été... non, mais ça a été... Non, pas du tout.
ne faut pas voir cela comme une arrière-pensée. Vous savez, moi, quand je dois dire quelque chose, je le dis. Non, mais il y a des communes, enfin une commune qui est sortie, qui était une commune de la communauté de communes des Paillons, qui est ressortie. Eh bien, ça s'est très bien passé. C'est pas pour ça qu'on n'a pas de bonnes relations. Tout à fait. Lundi, dans Nice Matin, le maire de Belvédère insinuait que ceux qui se plaignent de la métropole ont souvent beaucoup d'exigences. Ce sont des enfants gâtés, les maires qui la critiquent, selon vous? Alors, certains la critiquent, on sait pourquoi. Voilà, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. On le sait parce qu'il y a une sorte de prise d'otage dans le combat entre Éric Ciotti et le président de la métropole. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est regrettable. Les maires, vous savez, moi j'ai le plus grand respect pour les maires. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'ils sont confrontés tous les jours à des problèmes auxquels forcément ils n'étaient pas toujours préparés. On voit bien que dans les petites communes, et notamment les communes du moyen et haut pays, il y avait les mêmes problématiques qui sont venus se transférer des grandes villes dans les petites communes parce que les gens sont venus s'installer. Aujourd'hui, il y a les problématiques de climat, de tempêtes, d'inondations. Ils sont, voilà. Et en plus, si on leur ajoute des prises d'otages en leur demandant et en leur faisant des pressions, en disant si c'est pas pour moi, eh bien je t'enlève ci, je t'enlève là. C'est ridicule. Voilà. Je crois qu'on a la responsabilité, là encore, quand on est élu, de faire en sorte que ça se passe dans du mieux possible. Et personnellement, je pense que les maires en ont surtout assez d'être pris en otage et d'être pris en étau entre la métropole et le département. Et moi, en tout cas, je le regrette. La métropole est confrontée à des difficultés financières. Christian Estrosi l'avait lui-même reconnu dans nos colonnes il y a quelques mois. Est-ce qu'elle va arriver à boucler son budget pour 2024 ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi elle ne bouclerait pas son budget pour 2024. En revanche, elle est confrontée à des difficultés financières, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties qui ont fait qu'on est dans cette situation. Je vous rappelle qu'on a quand même, et tout le monde a oublié, traversé la crise du Covid, où la métropole a pris beaucoup d'engagements et est intervenue plusieurs fois et sur beaucoup de sujets, notamment sur la distribution des masques, sur toute la logistique avec l'ensemble des communes. Et puis, il y a aussi, je le regrette, mais tout ce qui concerne l'énergie, les matières premières, l'inflation, tout cela contribue, si vous voulez, à avoir une répercussion sur nos finances. Après, la métropole, c'est un mode un petit peu unique de fonctionnement juridique et administratif. Et ce n'est pas tout à fait juste d'à chaque fois comparer la métropole, qui est une institution un petit peu à part entière, avec d'autres collectivités ou des établissements publics comme le département ou bien la région. Alors Pierre-Paul Léonelli, justement, vous présidez le groupe d'élus de la majorité au conseil régional. Les maires de Cannes et Saint-Raphaël, David Lisnard et Frédéric Masquelier, ont-ils raison de dénoncer l'iniquité dont Cannes et Saint-Raphaël seraient victimes dans le versement des subventions de la région? Écoutez, Saint-Raphaël, je ne sais pas. Je pense qu'il a tort de le faire, mais je ne connais pas. Je suis élu de la région, mais je suis élu essentiellement dans le 06, même si je navigue sur l'ensemble du territoire. Cannes, vous connaissez davantage. Mais Cannes, il devrait peut-être revoir un petit peu sa copie. 90 millions d'euros ont été donnés à Cannes. Après, que le maire de Cannes décide de ne pas solliciter la région sur des dossiers comme la méthanisation, la collecte des biodéchets, les problématiques environnementaux, parce que il veut rester toujours sur sa posture. Je n'ai pas soutenu ni au premier tour ni au second tour Renaud Muselier au régional, donc je ne demande rien. C'est son droit et je le respecte, son droit. Mais qu'ils ne disent pas que c'est l'iniquité, parce que c'est tout à fait l'inverse. Vous savez, à l'époque de l'ancien présidence, avant 2015, dans les Alpes-Maritimes, nous avions 9 euros par habitant, par an. Aujourd'hui, on a 30 euros par habitant et par an. Donc je crois qu'un petit peu de décence... Ben oui, les Cannois compris. Frédéric. Vous, l'ancien RPR, êtes-vous devenu macroniste par fidélité à Christian Estrosi? Vous qui êtes journaliste, vous devez suivre, j'espère, l'actualité. Vous savez que on lit votre newsletter. Voilà, j'ai démissionné des LR. J'ai expliqué pourquoi. Et je ne suis dans aucun autre parti aujourd'hui, ni Horizon, ni les Renaissances.
Vous n'êtes pas agressif envers le président de la République, hein, on voit rarement Non, des je suis critiques. pas agressif parce qu'il y a des choses qui me plaisent. Écoutez, aujourd'hui, quand vous avez un ministre de l'Éducation nationale comme Gabriel Attal qui prend les dispositions qu'il prend, ben, ça me plaît beaucoup et je regrette que M. Blanquer n'en ait pas fait autant. Voilà, après, je soutiens toujours, bien sûr, vous le savez, le maire de Nice, dans le cadre de mes prérogatives au sein de la majorité et surtout en tant que président de l'association des amis du maire, qui est un parti politique en fait maintenant, même si on ne fait pas de politique. Est-ce qu'il y a une femme ou un homme politique dont vous vous sentez particulièrement proche aujourd'hui, en dehors de Christian Estrosi? Vous avez cité à l'instant Gabriel Attal, vous pensez que c'est une révélation? Gabriel Attal est en tout cas une surprise. Mais personnellement, j'apprécie beaucoup Gérald Darmanin parce que je trouve qu'il est courageux et qu'il fait des choses intéressantes, notamment sur la loi immigration. Pierre-Paul Leonelli, vous êtes fier de vos racines corses. Le président Macron a été le premier chef d'État à prononcer le 28 septembre le mot autonomie en parlant de la Corse. Est-ce qu'il a ouvert la boîte de Pandore? Écoutez, je ne sais pas s'il a ouvert la boîte de Pandore. La Corse, vous savez, je sais qu'on fait beaucoup de comparaisons entre la Corse et la Calédonie. La Corse, c'est quand même la terre où il y a eu un homme qui s'appelle Pascal Paoli qui a fait la première constitution. Je pense qu'en Corse, on a beaucoup le sens politique. Et je pense que le président Macron, d'ailleurs j'ai fait une newsletter sur ce sujet, a été très courageux d'avoir dit pourquoi pas l'autonomie en Corse. Personnellement, je vous le dis clairement, j'y suis favorable. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'en Italie, en Espagne, au Portugal, on ait des territoires autonomes et qu'en France, on n'y parvienne pas. Et en plus, l'autonomie peut s'inscrire, bien sûr, dans le cadre d'une décentralisation poussée. Personnellement, donc je vous le dis, j'y suis favorable. Après, je suis hostilement opposé et hostile à une indépendance. Mais je pense qu'une grande majorité de Corses, en Corse, le sont également. Merci. Alors pour terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Pierre-Paul Leonelli, à la ville, à la métropole, à la région, vous apparaissez comme un collaborateur fiable et fidèle, extrêmement loyal. Vous n'avez pas envie de devenir votre propre patron en devenant parlementaire, par exemple? Alors, bonne question. Je dirais pas de joker. Tant mieux. Je n'ai jamais voulu être mon propre patron parce que depuis l'époque où j'ai travaillé avec Jacques Médecin, le seul avec qui j'ai pris plaisir et avec qui je prends plaisir à travailler, c'est Christian Estrosi. En revanche, le seul mandat qui pourrait m'intéresser, c'est le Sénat, parce que je suis un homme très attaché aux collectivités territoriales et que c'est vrai que c'est un mandat qui est intéressant par rapport à sa proximité avec les maires, avec les élus locaux. Mais non, parlementaire, députation, ça ne m'intéresse pas. Maire, ça ne m'a jamais intéressé. Et même si on m'a prêté quelques intentions sur quelques communes des Alpes-Maritimes et qu'on m'y prête encore. Non, voilà. Mais je suis bien comme je suis avec le nettoiement, la collecte, le traitement des déchets, les espaces verts. En fait, je fais de l'écologie et ça me plaît bien. Bon, mais le Sénat, pourquoi pas? Ah, le Sénat, oui, parce que c'est une institution qui me plaît beaucoup, mais ça sera très difficile et j'en suis très conscient, mais on peut avoir des rêves. Merci beaucoup Pierre-Paul Leonelli, merci Frédéric Maurice, merci à Philippe Bertini et Franck Fernandez pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'interview à la une. Bonne journée et bon week-end à tous.